vu des millions de gens boire du coca. J'ai jamais vu mourir du coca, mais enfin, quand ils pintaient du whisky, là, c'était différent. Mais le coca. Voilà, moi je suis prêt. Allez. Oui, donc pour revenir sur ces règles de sécurité dont vous parliez, vous disiez ce qui était important, c'était de... Concernant les règles de sécurité, vous nous disiez juste avant. Oui, je disais concernant les règles de sécurité, c'était d'avoir une... Ça dépend. Il ne faut pas croire que le résistant parfait, c'était le résistant clandestin. Un résistant n'était pas tellement un grand résistant parce qu'il était clandestin. La clandestinité, ça n'était exigé que si on ne pouvait pas faire autrement. Mais beaucoup de résistants qui ont rendu de très grands services avaient des couvertures légales. Par exemple, il y avait un directeur général au ministère de l'Agriculture. J'avais été chargé de le contacter. Je le voyais une fois tous les 15 jours. Il me filait les plans des bateaux qui emmenaient les céréales en Allemagne. Et après, les Anglais chargeaient de couler les bateaux, de les bombarder. Et quand je lui ai dit que ces plans ça servait à couler les bateaux, il était affolé. J'ai dit, vous ne pensez pas, je vous ai demandé des renseignements pour jouer aux billes. J'ai dit, il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est du blé qu'on n'aura pas nous, mais il ne faut pas que les Allemands l'aient non plus, parce que dans ce cas-là, la guerre, c'est total. Bon. Mais il fallait aussi penser que les gens qui étaient dans la clandestinité vivaient dans un danger réel. Mais c'était à eux de faire aussi très attention. Il n'était pas nécessaire d'aller traîner au cinéma ou dans les cafés quand ce n'était pas utile. Bon, on savait qu'il y avait des endroits où il ne fallait pas trop traîner parce qu'il y avait des rafles, des choses comme ça. On pouvait l'éviter, on s'emmerdait, d'accord, mais quand c'est la guerre, c'est la guerre. Et justement, par rapport à cette répression, vous disiez qu'il y a eu des années qui ont été très dures, par exemple comme l'année 42, l'année 43, notamment l'arrestation de Jean Moulin à Caluire. Est-ce que ça n'a pas complètement justement déstabilisé l'organisation du CNR? Est-ce qu'il n'y a pas eu le sentiment à un moment que la résistance était décapitée? Alors ça, ce sont des sornettes qui ont traîné un peu partout. La résistance n'a pas été décapitée à Caluire pour une raison très simple. C'est que la résistance, elle n'était pas réunie à Caluire. La résistance, elle était réunie à Caluire si on considère que Moulin était là et qu'il y avait Aubrac qui représentait Dacier. Mais en dehors de ça, les autres, ils représentaient qu'eux-mêmes, pas grand-chose. Pas plus que les autres. Mais les dirigeants de la résistance qui étaient au CNR, aucun d'eux n'était à Caluire. Parce qu'à Caluire, ce n'était pas une réunion du CNR. C'était une réunion que Moulin avait organisée pour mettre fin, n'est-ce pas, aux difficultés qui étaient apparues au sein de l'armée secrète. C'est-à-dire, après l'arrestation du général de Lestrin, qui avait été arrêté ici, à quelques 200 mètres d'ici, il fallait remplacer le général de Lestrin. Moulin pensait le faire remplacer par Aubrac, avec le rang d'inspecteur général de l'armée, mais Fresnel voulait pour lui aussi. Alors que De Gaulle voulait que ça soit surtout un gaulliste. Bon, l'arrestation de Lestrin, c'était déjà un coup dur, parce que c'était une manifestation d'un laisser-aller dans les contacts, les boîtes à lettres qui n'étaient pas relevées, qui n'étaient pas surveillées. Par exemple, on sait que des rendez-vous ont été mis dans des boîtes postales qui étaient entre les mains des Allemands. Ça veut dire que les gens qui s'en servaient étaient un peu légers, quoi. Il y avait d'autres erreurs. Par exemple, on a failli tous être arrêtés rue de la Pompe, au coin de la rue de la Pompe et de la rue de Longchamp.
il y avait un hôtel particulier que la délégation de Gaulle avait loué pas en totalité, mais en partie au premier étage. Et il défilait une dizaine de personnes par jour, quoi. Et moi, j'avais dit aux représentants de Gaulle que ça nous posait un problème parce que ça nous paraissait être tout à fait en dehors des normes de sécurité et qu'on envisageait de ne pas y venir, de ne plus y venir. Il y avait à l'autre bout de la rue de la Pompe, au coin de la rue Georges Mandel, également un très fort mouvement de résistance, l'organisation civile et militaire qui avait ces bureaux-là. C'était un défilé perpétuel, ils ont tous été arrêtés comme ça. Parce qu'il fallait que tout soit fait dans la discrétion. Les Allemands, il y en avait partout. Il n'y a pas de doute que Pierre Sudreau, qui est président de mon association avec moi, qui est ancien ministre de Gaulle, et qui a été arrêté et déporté, est tombé dans un piège qui était tendu par l'Abwehr, parce que l'Abwehr avait réussi à pénétrer dans leur réseau, dans leur lieu de travail. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Les Allemands étaient beaucoup plus efficaces qu'on le croit. Ils avaient d'abord le soutien d'une partie de la police française à l'époque, qui, elle, était efficace. Les brigades spéciales qui étaient installées rue Lauriston, ce n'étaient pas des enfants de cœur. On les a fusillés à la Libération, on a bien fait. Mais c'était vraiment des crapules. Mais qui connaissaient leur métier. Vous savez, les policiers de haut niveau, ils connaissent leur métier. Et je vois ça quand je reçois ici le directeur de la police judiciaire de la région parisienne qui couvre toutes les polices. Hein. C'est mon petit-fils en plus. Alors je sais comment ça se passe. Ce sont des gars efficaces. Il a fait un doctorat en droit. Il est passé à l'école supérieure de police, 3 ans, 4 ans, ils sont formés. Donc, les autres, ils connaissaient leur métier. Quand vous avez affaire à des gens qui connaissent leur métier, il ne faut pas les prendre pour des rigolos. Et c'était souvent des erreurs de cette nature. Vous pensez que c'était souvent les chutes au sein des organisations de résistance, c'était souvent des négligences? Ah, il y avait tout. Il y avait des négligences, il y avait aussi une pénétration du système répressif, soit allemand, soit français, qui arrivait. Puis il y avait des gens qui bavardaient. Vous savez, c'était pas structuré, je le répète, comme l'administration des ponts et chaussées. À l'ANACRE, dans mon association, il y a eu longtemps un vice-président sur le plan national qui était un ancien colonel. Et il m'a dit, moi j'étais dans la résistance, mais je suis rentré dans la résistance en 40 ou 41, mais c'est seulement en 44 que j'ai su que j'étais à combat, parce que je ne savais pas dans quel réseau, j'étais pas spécifiquement dans tel ou tel réseau. J'avais contact avec des gars qui étaient résistants, je ne savais pas où ils étaient, et moi je ne savais même pas où j'étais. Et j'ai découvert à la Libération que j'appartenais au mouvement combat. Ça marchait comme ça. Il n'y avait pas un endroit où il y avait un calicot, montez au premier étage à gauche, et puis déclinez votre identité, et au besoin apporter une pièce attestant que vous avez été reçu au certificat d'études avec mention assez bien au cours du soir à l'âge de 23 ans, ou des trucs comme ça. Ça ne marchait pas comme ça. Ça ne marchait pas comme ça. Et d'ailleurs, je me souviens que quand on a fêté mon 90e anniversaire, le professeur Voutet, qui a fait un discours, c'est un historien qui a fait un discours de bienvenue, si je puis dire, a mis en cause l'organisation qui aurait dû surveiller la réunion de Caluire. Parce qu'il n'était pas normal. Il y a des gens qui connaissaient l'adresse du docteur Dugoujon, et qui était lui-même... il ne savait même pas ce qui se passait dans sa maison. Il est resté 4 mois en prison après, mais on n'a pas trouvé de charge contre lui, sauf qu'il avait prêté sa maison. Mais à partir du moment où Barbier avait arrêté
Moulin, il se foutait pas mal du reste. Mais à telle enseigne que moi j'ai connu du Goujon quand il était député, j'étais député aussi. Dijon m'a dit, oh monsieur Champion, Moulin il m'a dit tellement bien de vous. C'est pas vrai, Moulin n'a jamais prononcé une seule fois mon vrai nom. Mais il a dit ça pour me faire plaisir. Mais c'était pas vrai. Et je savais que ça ne pouvait pas être vrai. Car Moulin n'a jamais prononcé mon nom. Il n'a jamais utilisé, on n'a jamais trouvé mon vrai nom quelque part. Et les gens disent, ils vous connaissaient bien. Et justement, quand vous parlez du CNR, on voit que bon, cette entente, cette union n'a pas forcément été facile. Quelles étaient les différences de point de vue, les dissensions, par exemple entre quelqu'un comme Freinet et Moulin ou... Bon, alors c'est clair. À la réunion constitutive du 27 mai 1943, il y a 3 absents. Freinet, Dastier et Jean-Pierre Lévy. Bon, je m'en suis expliqué avec Freinet, avec Dastier pendant 20 ans. Dastier était député avec moi, dans le même groupe que moi. Nous étions dans la même organisation politique et nous étions responsables du mouvement de la paix sur le plan national et international ensemble. Bon. Donc on se connaissait. Et on avait habité ensemble, etc. Nous étions très liés. Bon. Jean-Pierre Lévy, je lui ai dit, t'as fait une belle connerie. Il l'a reconnu. Freinet, il n'y a pas d'explication, c'était comme ça, puis pas autrement. Je rappelais tout à l'heure à notre ami Blondeau que de Bénouville avait donné au Figaro littéraire une interview par le canal d'Amouroux. Je l'ai ici, cette interview. Et dans l'interview, dont Amouroux nous a dit qu'une grande partie était restée sur la cassette qu'il avait enregistrée, mais qu'il n'avait pas publiée, et qu'il y en avait un sacré paquet. Il pose la question de Bénouville. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la réunion de Caluire? Et bien, il répond, vous pensez tout de même pas que j'allais aller voir ce petit préfet à la gomme pour discuter. Je suis quand même le représentant d'un grand mouvement de résistance. C'était ça, quoi. C'était comme ça. Donc, avec la façon dont ils se comportaient vis-à-vis, ils ont, même s'ils ne voulaient pas, ils ont réussi à répondre une certaine hostilité à Moulin. Et lorsque Hardy était pas loin de mourir, je dis ça parce que je vais pleurer, je l'ai entendu à la télévision, il était en phase terminale de son cancer, ils l'ont interviewé sur les arrestations de Moulin, il a dit oh, Moulin, Meunier, Chambéron, tous des cocos, voilà comment ils nous jugeaient, tous des cocos. Donc on pouvait se faire massacrer par les Allemands, ça les laissait complètement indifférents. Il y avait des gens comme ça dans la résistance. Il y avait des gens qui n'avaient pas oublié le passé. Et c'est pour ça que les autres avaient du mérite, c'est que sachant que vous aviez en face de vous des gens qui souvent vous haïssaient, mais il y avait quand même, comme avait dit Moulin, au-dessus, il y a les intérêts de la France, quoi. Donc il y avait aussi des conflits entre personnes et des conflits... C'était des conflits, pas de personnes, c'était des conflits de nature idéologique plutôt. Autour de Freinet, c'était beaucoup les anciens de l'extrême droite, de la cagoule, des choses comme ça. Beaucoup de la cagoule. De Bénouville, c'était la cagoule. Même le général Giraud, quand il était gouverneur de la place de Metz, était à la cagoule, ça nous le savons. Il y avait, parmi même des résistants authentiques, courageux, qui sont bien compris, des anticommunistes violents, quoi. Pour qui un résistant, un communiste mort, c'était jamais qu'un communiste. Après tout, pourquoi était-il communiste? Ça existait. Mais il est bon ton de dire, on s'embrassait tous sur la bouche. Non, on ne s'embrassait pas tous sur la bouche, c'est pas vrai. Mais
ce qui a dominé, c'était quand même l'intérêt général du pays. Et ça, c'est une grande chose. Même s'il y avait chez certains des réserves sur telle ou telle façon de se comporter ou sur telle ou telle proposition d'action, quoi. Vous savez, regardez, en temps de guerre, il y a des états-majors, c'est tout juste s'ils se tuent pas. La preuve, regardez, l'attentat contre Hitler au mois de juillet. On a fait du colonel Stauffenberg un héros, quoi. J'étais député avec son fils, moi, au Parlement européen. Parler d'un héros, son père. C'était un nazi, quoi. Ils voulaient se débarrasser d'Hitler pour faire la guerre à leur manière contre les soviétiques, mais sans Hitler. Parce qu'ils n'avaient plus confiance en Hitler, mais je n'étais pas plus résistant que moi j'étais évêque. Et quel a été le rôle du CNR pendant l'insurrection parisienne? Ah ben le rôle du CNR est déterminant. Le rôle du CNR est... D'abord, il faut bien dire que l'insurrection de Paris, c'est pas né comme ça. L'insurrection de Paris, c'est le résultat d'un processus très long qui va commencer à partir du 14 juillet par les premières grandes manifestations patriotiques. C'est la première fois qu'on voit dans Paris des femmes et des jeunes filles habillées avec des jupes bleues, des corsages rouges, des ceintures blanches. Tout le monde est bleu, blanc, rouge. Et tout le monde défile dans Paris, ce qui était formidable. Car jusqu'alors, défiler en bleu, blanc, rouge était risqué de se retrouver au ballon ou dans un camp de concentration. Donc il y a le début d'une prise de conscience que la fin approche. Et puis, il va y avoir le début des grèves. Lorsque les Allemands vont décider, au début du mois d'août, un peu même avant, de désarmer la police va se foutre en grève. C'est la première fois qu'en France on voyait une grève dans la police. C'est la première fois. Mais c'est une police patriotique. Hein. C'est une grève dirigée contre les Allemands. C'est pas une grève revendicative ou de mauvaise humeur contre un ministre de l'Intérieur qui leur plaît pas. Ça. Et puis vous avez la grève des services publics, la grève des transports, peu à peu ça monte. Quand le moment paraît opportun, il faut savoir comment ça fonctionne. Il y a un comité parisien de la libération et il y a un état-major des FFI qui a été désigné par les mouvements, par le comité parisien de la libération, et c'est lui qui a la capacité de décider de l'insurrection. Mais comme il s'agit de Paris, et que Paris c'est la capitale, et que la capitale c'est pas n'importe quelle petite ville de province, les dirigeants de Paris ont pensé que la décision devait être appuyée par le Conseil national de la résistance, qui était l'organe suprême de la résistance en France. C'est donc le Conseil national de la résistance qui a approuvé la décision prise par le comité parisien de la libération de déclencher la grève le 19 août. Mais ça s'est fait comme ça. Le comité parisien